Bonjour Philippe Taillard. Bonjour Claude. Nous sommes à la Grande Halle de la Villette à Paris où était organisée aujourd'hui la journée académique de l'innovation et du numérique éducatif, organisée bien sûr par la DAN de l'Académie de Paris. C'est quoi GEN? Et pas uniquement, puisqu'on associe aussi la CARDI, la cellule académique de la recherche et de l'expérimentation et de l'innovation. GEN, c'est un moment privilégié dans l'année où on veut montrer, valoriser les travaux de recherche, d'expérimentation de tous les enseignants de l'Académie, en les invitant ici à venir faire des démonstrations inspirantes pour tous leurs autres collègues. Donc c'est les collègues qui montrent? C'est les collègues qui montrent à leurs collègues, parce que ce sont des enseignants que la CARDI a repérés ou suit dans leur projet d'expérimentation. Ce sont des enseignants qui font partie de nos GIPTIC à Paris. Nos GIPTIC, c'est les groupes d'intégration pédagogique des TIS, qui existent depuis longtemps, que la DAN anime en lien avec les inspecteurs disciplinaires. Donc on souhaite avoir ce moment dans l'année où on met en valeur l'ensemble des expérimentations, des travaux innovants qui utilisent principalement le numérique dans la démarche de l'apprentissage. Alors des moments forts durant cette journée, par exemple, la mairie de Paris vient de présenter l'ENT qui va être installé à la rentrée prochaine dans 150 écoles et qui a déjà fait l'objet d'une expérimentation. Quelques mots à ce sujet. Pour nous, c'est une avancée significative. C'était un projet qu'on portait depuis pratiquement 4 ans. On a commencé par une expérimentation sur un petit nombre d'écoles, 4 écoles, un peu plus, 18 écoles, un peu plus cette année, 60 écoles. Et le résultat très positif du déploiement de l'ENT dans des écoles élémentaires et polyvalentes nous a permis de prendre conjointement avec la ville de Paris, surtout la ville de Paris, un engagement financier pour un déploiement complet de cette solution de NT sur toutes les écoles de la ville de Paris. Et c'est pas rien, parce que ça représente 660 écoles au total, élémentaires et maternelles. Si je reprends les retours d'expérience des 2 directeurs d'école, c'était des directeurs d'école polyvalentes. Au début, tout le monde était parti dans l'idée que ce seraient les équipes des classes de l'élémentaire qui seraient les premiers utilisateurs, et à montrer l'exemple à la maternelle. Et ça a été tout l'inverse, parce que les parents ont été très demandeurs. Et ce qui a démontré que pour la maternelle, ça permettait, avec les cahiers de vie, de pouvoir montrer aux parents ce que leur enfant faisait dans la journée en classe. Et ça a été un élément décisif. Et ce sont pratiquement les enseignants de la maternelle qui ensuite ont montré au niveau de l'élémentaire. Alors ce qu'ils ont souligné, c'était évidemment la simplicité, la facilité que ça opérait dans la communication, et puis tous les outils pédagogiques étaient mis à disposition des enseignants. Et puis un autre point, je pense, qui a été dit par le témoignage d'un enseignant de collège et d'une principale de collège, c'est qu'on disposait d'un vrai cadre de confiance, d'un espace qui n'était pas seulement une somme d'outils pour travailler dans la classe, pour communiquer avec les familles, pour communiquer à l'intérieur entre les équipes pédagogiques et les équipes de direction, mais c'était un réseau social éducatif. Et les élèves peuvent communiquer, peuvent mettre leur humeur, se présenter sur ce réseau social. Alors évidemment, ça génère des débordements dans certains cas, parce que les élèves ne savent pas encore maîtriser leur identité, ne savent pas comment ils peuvent se présenter sur le web, etc. Et c'est là tout l'avantage de cette solution-là, parce qu'on a un cadre de confiance fermé, protégé, qui permet ces apprentissages-là. Et quand les élèves font des débordements, ça permet d'avoir des études de cas pour les enseignants pour expliquer les choses, comment on se comporte, et limiter tous les autres incidents sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Alors le professeur Janin a parlé de l'architecture dans un espace d'éducation très numérisé. Étaient invités des enseignants qui pratiquent la classe inversée, donc en fait qui pratiquent des pédagogies actives. Comment lier, selon toi, justement ces nouvelles architectures et ces nouvelles pédagogies? Oui, alors ce qu'il nous a dit, c'est que il faudrait changer beaucoup de choses, mais que c'est pas si aisé que ça, parce qu'on travaille sur un temps long. Il nous l'a bien dit, entre un moment où les bâtiments sont designés et le moment où ils sont mis en service et le moment où les pratiques pédagogiques ou les outils numériques apparaissent, il y a un décalage fort. Alors évidemment, ce sont les usages que l'on souhaite avoir dans les espaces scolaires qui doivent conditionner l'agencement de ces espaces. Mais on sait aussi très bien que quand on va aménager différemment,
permettre ces usages-là, à ce moment-là, les équipes enseignantes vont à nouveau développer de nouveaux usages et qu'il faudrait modifier à nouveau les espaces. Et donc, il nous a invités un petit peu à aller vers la modularité des espaces et la flexibilité ou la modularité des mobiliers, de manière à ne pas se contraindre au départ et pouvoir envisager plus tard tout agencement, toute organisation dans ces espaces en fonction des pratiques pédagogiques. Était présent également, j'ai pu le noter, un enseignant qui propose l'usage de robots, ouverture sur l'intelligence artificielle en éducation. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas la première fois qu'on a invité cette personne. On l'avait invité pendant l'Open Île-de-France RoboCup Junior. Il a fait une démonstration devant tous les écoliers, les collégiens, les lycéens qui participaient à RoboCup et c'était superbe parce que c'est un chercheur au CNRS qui travaille sur l'intelligence artificielle à partir d'une base de robots assez courant. Il a développé un outil de programmation qui permet de définir un réseau de neurones et de lui permettre à ce robot d'apprendre par rapport à ses propres stratégies. Le robot, il se récompense si la stratégie qu'il a choisie, il la juge bonne. Donc à ce moment-là, il voit que c'est une stratégie qu'il faut retenir. Et dans un temps relativement court, on est capable de voir la progression de l'apprentissage de ce robot. En tous les cas, pour lui, c'est un des premiers outils didactiques qu'on voit apparaître sur le marché qui permet d'éduquer à l'intelligence artificielle et qui permet d'aborder ce sujet-là qui pointe son nez dans différents programmes d'enseignement. Alors, satisfait de la journée ? Très satisfait de la journée, oui. Très satisfait de voir la qualité des échanges et du nombre de démonstrations. On avait quand même sur plus de 30 stands 60 démonstrations d'enseignants de l'Académie de Paris et pas que. Donc oui, c'est un beau moment où on valorise l'engagement d'un certain nombre d'enseignants et qu'on permet à un plus grand nombre de découvrir ces nouvelles pratiques. Merci beaucoup Philippe Taillard. Merci Claude.